que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve et il y a genre un écureuil dans l'arbre avec une pointe de pizza. Ok, c'est vraiment n'importe quoi. Donc comme je disais avant cette petite interruption, aujourd'hui, je vais vous parler des meilleurs livres que j'ai lus en 2017. Donc je vous présente tout de suite mon top 10. En 10e position, c'est Dark Matter par Blake Crouch et c'est un thriller de science-fiction. Je ne vais pas vous en dire trop sur le résumé parce que je pense qu'il faut aller dans ce livre en sachant pas trop sur l'histoire parce que sinon ça pourrait vous dévoiler des éléments clés qui pourraient spoiler votre lecture. L'histoire se déroule à Chicago et on va suivre un homme qui s'appelle Jason. Il vit sa petite vie bien tranquille et il est professeur de physique à l'université. Et un jour, il va se faire kidnapper et droguer et à son réveil, sa femme ne sera plus sa femme et son fils ne sera même pas né. Donc si ça vous pique pas votre curiosité, je sais pas qu'est-ce qui va la piquer. En tout cas, moi ça a piqué la mienne et j'ai tellement aimé cette lecture-là. Au début, j'étais là, ouais, bon, il se passe pas trop grand-chose, mais la fin est complètement folle et c'est digne d'un film d'Hollywood. Et si vous aimez les trailers, la science, les trucs un peu geeks comme la physique quantique, je vous suggère vraiment ce livre. Mon numéro 9, c'est Le Cirque des rêves de Erin Morgenstern. Donc, je ne vais pas non plus vous en dire trop pour ce livre-là parce que c'est vraiment un livre qui se savoure, qui se déguste et d'où l'ambiance qui règne s'imprègne en nous même après notre lecture. Donc je vous souhaite vraiment de découvrir ce livre-là et puis de savourer chaque page. Dans ce livre-là, on va suivre deux illusionnistes qui vont devoir s'affronter dans un duel de magie, mais pas n'importe quel duel parce qu'ils vont pas se battre avec des armes puisqu'ils connaissent pas qui est leur adversaire. Ils vont devoir au contraire prouver leur puissance par des accomplissements et des prouesses magiques. Comme ce livre-là se passe principalement la nuit parce que le cirque est ouvert seulement la nuit, ça crée une ambiance assez mystérieuse et envoûtante. Donc si vous aimez les livres qui traitent du cirque où il y a de la magie, je vous conseille vraiment ce livre. On va rester dans l'ambiance du cirque et du carnaval avec mon numéro 8 qui est Caraval de Stéphanie Garber. Donc dans ce livre-là, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Scarlett et son rêve c'est d'assister à Caraval. Il ne s'agit pas de n'importe quel carnaval puisqu'il s'agit d'un jeu magique où le gagnant se voit un vœu exaucé. Malgré le fait que les billets coûtent très cher et que son père, très autoritaire, ne veut pas qu'elle parte à la veille de son mariage puisqu'il l'a promise à un inconnu, celle-ci décide d'écrire au maître de Caraval pendant 7 ans et au bout de 7 ans, elle reçoit une réponse positive avec des billets pour le prochain spectacle. Mais une fois arrivée sur place, la petite sœur de Scarlett a disparu et elle doit la retrouver. Par contre, cette année, le but du jeu est de retrouver Donatella, la petite sœur de Scarlett, et elle va devoir tout faire pour arriver à la retrouver avant tout le monde. Pendant toute notre lecture, on nous dit que Caraval n'est qu'un jeu et qu'il ne faut pas se laisser entraîner dans ce jeu-là, mais sincèrement, des fois, c'est vraiment difficile de faire la différence entre la fiction et la réalité. Ce livre-là m'a vraiment fait penser à un mélange du film The Game qui est sorti en 1997, mélangé avec le film Alice au Pays des Merveilles par Tim Burton. Donc si vous avez vu les deux films et que vous pouvez imaginer un mélange, ça donne à peu près Caraval. Si vous aimez ces films-là et que vous aimez des livres avec une ambiance très sombre où il faut trouver des réponses ou résoudre des énigmes, je vous suggère vraiment Caraval. Et moi, j'ai vraiment hâte de pouvoir lire le deuxième tome qui va sortir en 2018. Mon numéro 7, c'est D'un monde à l'autre, le premier tome de la trilogie La Quête des Willan par Pierre Bottero. Franchement, ici, on a beau être dans un livre jeunesse, mais j'ai vraiment été bluffée par la plume de l'auteur et le monde dans lequel il nous plonge. C'est vraiment quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Dans ce livre, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Camille et qui a un don très particulier, celui du dessin. Donc quand elle pense à quelque chose, ça peut se matérialiser sous ses yeux dans la réalité. Elle a aussi le pouvoir de voyager dans un autre monde qui s'appelle Gwendalavir et dans ce monde, elle s'appelle Ewilan. Donc cette héroïne est adoptée et elle n'a aucun souvenir de sa petite enfance. C'est vraiment à travers le récit qu'on va en découvrir plus sur qui elle est et sur son passé et sur cet autre monde de Gwendalavir. Mais franchement, le monde fantastique était tellement bien décrit, je pouvais vraiment imaginer toutes les scènes et il y a vraiment des monstres et des créatures que je n'avais jamais vues ailleurs auparavant, donc vraiment un gros coup de cœur et j'ai super hâte de pouvoir continuer cette série. Mon numéro 6, c'est la duologie Monsters of Verity par Victoria Schwab avec le premier tome de Savage Chong et le deuxième Our Dark Duet.
Ici, on est dans un univers dystopique et très sombre, dans une ville en guerre qui est séparée par un mur. D'un côté, on a les monstres et de l'autre côté, on a les humains. Et chose très particulière, c'est que dans cet univers, les monstres sont créés quand quelqu'un commet un crime ou un péché. D'un côté, on a Kate, une héroïne super badass qui en fait désirait devenir un monstre, et de l'autre, on a Auguste qui est un monstre et qui voudrait devenir un humain. Donc il y a 3 types de monstres qui existent. On a les Sunai qui ont une forme humaine et qui se nourrissent des âmes pécheresses. On a les Malkai, sorte de vampires, moitié hommes, moitié humains qui se nourrissent de la chair et du sang des hommes. Et on a les Korsai qui se nourrissent de la peur des gens. Et Auguste est un Sunai et pour survivre, il doit se nourrir des âmes pécheresses des gens en jouant du violon. Dans le premier tome, les chemins de Kate et Auguste vont se croiser et ils vont former une équipe hors du commun pour combattre la pire des choses, c'est-à-dire la corruption. Et dans le deuxième tome, ils vont devoir affronter un monstre encore plus puissant, un monstre qui se nourrit du chaos. Ce que j'aime dans les livres de Victoria Schwab, c'est que ces personnages sont jamais totalement blancs ou totalement noirs. Ils sont assez gris, avec des morales assez douteuses parfois, mais c'est ce qui les rend tellement humains et tellement attachants. C'est ce qui les rend si uniques, et encore une fois, sa plume est magnifique, donc je peux juste vous conseiller cette série. Mon numéro 5, c'est Les Culottés, les tomes 1 et 2 par Pénélope Bagieux. Donc je ne pouvais pas juste en choisir un parce que les deux, je les ai tellement aimés, donc je sais, je triche. Mais je vous promets, j'arrête de tricher après ça. Dans cette bande dessinée, l'auteur et illustratrice va mettre en lumière la vie des femmes qui est un peu passée sous silence à travers l'histoire. Pénélope Bagieux va venir nous faire découvrir la vie de ces femmes qui ont un parcours assez hors du commun, avec des petites touches d'humour, ce qui rend la lecture très plaisante malgré son côté très instructif. On va y retrouver une illustratrice, une guerrière, une impératrice, une reine, une danseuse, une actrice et une exploratrice. En plus d'être vraiment beau parce que le coup de crayon de Pénélope Bagieux est vraiment magnifique, c'est super instructif et j'ai vraiment aimé en découvrir plus sur ces femmes qui ont marqué l'histoire à leur manière. Malheureusement, je n'ai pas les bandes dessinées avec moi parce que je les avais empruntées à la bibliothèque et je ne peux pas vous montrer les magnifiques planches qui sont à l'intérieur de ces livres, mais faites-moi confiance quand je vous dis que ça vaut vraiment le détour. Et en 4e position, on a Gardien des cités perdues par Shannon Messenger. Quand j'ai commencé ce livre-là, je pensais pas l'aimer autant, mais après quelques chapitres, je suis vraiment tombée totalement sous son charme. Je suis complètement accro et même que maintenant, je suis rendue à peu près à la moitié ou 3/4 du 2e livre, donc je pense que j'aime assez cette série-là. Donc dans le premier tome, on va suivre Sophie, une humaine qui, en apparence, a l'air tout à fait ordinaire. Par contre, elle a eu un accident quand elle était enfant et depuis ce temps, elle entend les pensées de tout le monde, ce qui lui cause des migraines affreuses. En plus de ça, c'est une surdouée et elle a comme 4 classes d'avance. Malgré tout ça, elle vit sa petite vie tranquille avec sa famille jusqu'à ce qu'un jeune homme vienne la voir et lui annonce qu'elle est une elfe. Elle va devoir faire le choix de quitter sa famille pour vivre parmi les elfes où elle sera adoptée par une famille qui élève des animaux magiques et fantastiques. Sophie va aussi poursuivre sa scolarité à l'école elfique la plus prestigieuse, c'est-à-dire Foxfire, où elle va en apprendre énormément sur qui elle est et sur le monde des elfes. Mais malgré ce nouveau bonheur naissant, elle se pose des tas de questions comme pourquoi elle a été cachée dans le monde des humains pendant 12 ans. Bref, les réponses, vous allez les découvrir si vous lisez le livre. Et je vous le conseille si vous aimez Harry Potter parce que même s'il y a beaucoup de similitudes avec l'univers de J.K. Rowling, il y a énormément de différences et des personnages auxquels on s'attache énormément. En 3e position, j'ai mis Une torche dans la nuit, la suite de Une braise sous la cendre par Sa bataille. Donc ici, on est dans une dystopie qui est basée sur l'Empire romain. On a les martiaux qui ont pris le pouvoir sur les érudits et maintenant, quiconque est pris en train de lire ou de posséder les livres est immédiatement envoyé en prison. C'est malheureusement ce qui arrive à Darren, le frère de Leia, et le seul moyen qu'elle a trouvé de pouvoir aider son frère, c'est de s'allier avec un groupe de rebelles qui l'envoie en mission d'espionnage à l'école militaire Blackcliff. Et de l'autre côté, on va suivre Elias, qui lui est étudiant à l'école militaire Blackcliff. Il est un masque, donc c'est sa dernière année d'études. Mais cette vie brutale et sanguinaire ne lui plaît pas vraiment, c'est pourquoi il va vouloir déserter jusqu'à ce qu'un augure l'arrête dans son élan et lui promette la liberté s'il reste. Par contre, pas de chance pour lui parce que ce sont les épreuves qui commencent qui ont pour but de désigner le prochain empereur romain et Elias est choisi comme un des 4 candidats qui devront s'affronter dans ces épreuves. Il va sans dire que sa promesse de liberté s'efface aussitôt parce que les perdants se verront guillotinés
guillotiné. Donc Elias est condamné soit à mourir ou à devenir l'empereur de l'Empire. Évidemment, les chemins de nos deux héros vont se croiser et dans le deuxième tome, l'histoire reprend telle où on l'avait laissée dans le premier tome. Et on va y retrouver beaucoup d'action et de rebondissements. On n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer et j'ai vraiment aimé comment la mythologie du Moyen-Orient avait été tissée au récit parce que c'est vraiment quelque chose que j'apprécie et que je découvre de plus en plus. Il y a vraiment eu des tournures de l'histoire auxquelles je ne m'attendais pas et j'ai vraiment hâte de savoir où le troisième tome de cette histoire va nous mener. Malgré que si ça serait juste de moi, je pense que je voudrais lire la suite tout de suite, mais il va falloir que j'attende encore quelques mois pour la savoir. Et en deuxième position, j'ai mis Sleeping Giants par Sylvain Neuvel. Ici, on est dans une histoire de science-fiction et on va suivre une jeune fille qui s'appelle Rose. Cette fillette va tomber dans un trou lors d'une balade à vélo et c'est juste un peu plus tard, quand elle va voir des photos d'elle dans les journaux locaux, qu'elle va se rendre compte qu'en fait, elle était tombée dans une main ouverte d'une couleur bizarre, une couleur turquoise. 17 ans plus tard, Rose est devenue scientifique et comme le hasard fait bien les choses, elle va enquêter sur cette fameuse main avec une équipe de scientifiques. Là, je vais pas vous en dire trop parce que c'est vraiment un livre qu'il faut rentrer sans savoir trop sur l'histoire, mais franchement, si vous aimez la science-fiction, je ne peux que vous le conseiller. J'ai vraiment aimé le format de ce livre qui est écrit dans un style dossier d'enquête. Donc d'un côté, on a des entrevues qui sont écrites sous forme de questions-réponses et de l'autre, on a des entrées de journaux, ce qui rend le récit assez rapide à lire et vraiment dynamique. Mais honnêtement, ce qui m'a gardé accrochée, c'est qu'il y a tellement de mystères, d'action et de rebondissements et la fin est complètement folle. Et honnêtement, je comprends pas pourquoi j'ai pas encore lu le deuxième tome de cette série-là parce que je veux savoir ce qui se passe après. En plus, ce qui est super drôle, c'est que je l'ai dans ma bibliothèque, je l'avais acheté à l'occasion du 12 août. J'achète un livre québécois, donc je sais pas, je pense que ça va être une de mes premières lectures de 2018. Et en première position, mon livre préféré de toute l'année, c'est A Conjuring of Light, le troisième tome de la série Shades of Magic par V.E. Schwab ou Victoria Schwab. Je pense que c'est vraiment pas une surprise si je vous dis que Victoria Schwab c'est vraiment une de mes auteurs préférées. Juste le fait qu'il y ait deux de ces séries qui rentrent dans mon top 10 de 2017, je pense que c'en est la preuve. Comme c'est le troisième tome d'une série, je vais pas trop vous en parler parce que je vais pas vous spoiler les deux premiers, mais je vais peut-être vous parler un peu plus de l'univers. Donc ici, l'histoire se déroule à Londres, mais dans cette histoire, il n'y a pas seulement un Londres, il y en a 4. Premièrement, il y a le Londres gris, qui est notre monde, qui n'a pas de magie. Il y a le Londres rouge, où il y a de la magie partout. Il y a le Londres blanc, où la magie est extrêmement rare et les gens se battent pour elle jusqu'à la mort. Et il y a le Londres noir, où la magie a tellement corrompu le cœur des gens que le monde s'est un peu auto-consumé. Donc les autorités ont décidé de fermer l'accès au Londres noir pour pas propager ce mal dans les autres Londres. Et dans cette histoire, on va suivre un magicien, un Lantari qui peut voyager à travers ces mondes et une orpheline voleuse. Bien sûr, les chemins de ces deux personnes vont se croiser et vont découvrir une pierre du Londres noir et c'est là que les ennuis commencent. Dans le deuxième tome, on assiste à un tournoi de magie. Comment vous dire que ça a été une de mes parties préférées de cette saga parce que j'adore les duels de magie. Et dans le troisième tome, on a un peu plus une vibe de Pirates des Caraïbes parce que oui, on est sur un bateau avec des pirates et on va voguer jusqu'aux confins du Londres rouge. Et franchement, à la fin du troisième tome, j'étais complètement bouleversée de quitter ce personnage et de quitter cet univers-là. Et dernièrement, l'auteur a annoncé qu'elle allait écrire une nouvelle trilogie dans cet univers-là avec d'autres personnages. Et comment vous dire que ça a été pour moi la meilleure nouvelle de 2017! Donc ça va être tout pour mon top 10 2017. Vous me direz dans les commentaires si vous avez lu un livre dont j'ai parlé ou si je vous ai donné le goût d'en lire un. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc nous, on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures. Bye!